et bienvenue sur Oser et réussir, le blog des actifs acteurs qui osent prendre leur vie en main. Je suis Marie Josselin et j'accompagne les entrepreneurs audacieux à réaliser leurs projets personnels et professionnels pour créer la vie qu'ils souhaitent. Bonjour Virginie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie, ravie d'être avec toi. Alors nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est la confiance en soi. Alors Virginie, est-ce que tu peux nous parler des risques du manque de confiance en soi ? Le manque de confiance en soi peut aussi être source de conflits. Et ça, c'est intéressant à entendre parce que les personnes sont davantage dans l'interprétation. Ils prennent pour eux des remarques qui ne leur sont pas destinées et ils deviennent autocentrés, mais de manière négative. Ils ont du mal finalement à se décentrer, à prendre du recul par rapport aux situations. Ils vont faire de nos propos une affaire personnelle qui va venir ébranler encore cette base qui n'est pas toujours très, très forte. Et la critique devient blessante et destructrice au lieu d'être une source d'apprentissage et d'enrichissement pour eux. Ces personnes n'osent pas agir, ce qui va générer de la frustration, qui renforce encore la perte d'estime. C'est un cercle vicieux. Et quand on lit les 4 accords Toltec, ça explique bien justement en quoi ne pas interpréter, ne pas reprendre les choses pour soi. Des fondamentaux en fait dans la relation à l'autre qui vont aussi renvoyer à la relation à soi et qui vont ancrer des bonnes bases pour pouvoir évoluer et avancer. Ouais. Tout à fait. Et c'est l'apprentissage d'une vie finalement, on s'aperçoit que tous Mais ces oui, sujets... c'est l'apprentissage d'une vie. C'est pas acquis en fait. Il faut peut-être parfois toute une vie pour avoir confiance en soi. Et puis il y a des gens qui partiront sans jamais avoir eu confiance en eux. Puis la confiance en soi, c'est pas un bloc, elle peut être inégale. Tu peux tout à fait avoir confiance en toi sur un domaine que tu maîtrises et sur lequel tu te sens à l'aise et que tu aimes. Et puis sur un autre domaine, manquer complètement de confiance en toi et ne pas oser aller sur cette voie-là. Et quand je te disais le risque de manque de confiance en soi, c'est passer à côté de sa vie, c'est ne pas donner vie à ses désirs, à ses aspirations profondes, ne pas oser faire ce qui nous plaît de peur d'échouer, de peur de déplaire, de peur de se tromper. Et le manque de confiance en soi dans la relation à l'autre, finalement, peut nous rendre agressifs, autoritaires, dogmatiques. Finalement, tous ces remparts qui protègent notre ego. On a des gens qui manquent de confiance en eux et qui pourtant, quand tu les écoutes, quand tu les vois s'exprimer, semblent très sûrs d'eux, ils sont dogmatiques, c'est comme ça et pas autrement. Quelqu'un qui est dogmatique est quelqu'un qui peut manquer profondément de confiance en lui, qui n'accepte pas une autre vision, qui va peut-être venir déstabiliser ses croyances, ses valeurs. Parfois, les personnes même les plus en retrait, les plus observateurs, les plus discrets sont ceux qui prennent le plus de recul. Et qui ont une vraie confiance en eux. Une sorte de stabilité. Mais on bien sent qu'il y a un roc, un socle qui sont ancrés les pieds sur terre. Là. Ils sont... Et c'est pas ceux qui s'expriment le plus. C'est quelque chose, oui. C'est jamais la personne au premier plan, c'est toujours le personnage à côté. En fait. C'est vrai. Le second rôle, entre guillemets, et tu t'aperçois que c'est la personne la plus ancrée. En fait. Oui. Et une des questions que tu posais tout à l'heure, c'est à quoi peut nous pousser le manque de confiance en soi ? Ça peut nous pousser jusqu'à l'auto-sabotage. C'est-à-dire que ce soit dans nos relations professionnelles ou amoureuses. Il y a des gens qui vont auto-saboter leurs relations amoureuses parce que finalement, ils ne s'aiment pas suffisamment pour penser qu'ils puissent être aimés par quelqu'un d'autre. Donc le manque de confiance en soi peut détruire une vie, ça c'est clair. C'est une spirale qui va très loin. Oui. Le manque d'estime de soi et de confiance en soi. On parle de la relation amoureuse. Oui. Il y a parfois tellement d'attentes qui sont projetées sur l'autre. Oui. La personne peut nous attendre justement de combler des failles qu'elle a elle-même. Oui. Et en même temps, dès que les choses commencent à avancer, c'est non, je ne mérite pas. Donc c'est tout à fait ça. C'est à la fois je demande et j'attends qu'il y ait quelque chose, mais si ça se passe, c'est le refus d'accepter. Oui. Et c'est terrible parce que dans l'auto-sabotage, c'est qu'en fait, ça ne laisse aucune issue. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a aucune possibilité, c'est vraiment un cercle vicieux. Moi, j'ai une anecdote à te raconter. J'accompagne il y a 5 années un jeune homme qui était conseiller dans une banque et qui devait prendre un poste de directeur d'agence. Et puis 2 ans plus tard, il me recontacte et il me dit « Écoute, Virginie, il y a un poste qui se libère à Tokyo. » Or, le rêve de ce jeune homme, toute sa vie, ça avait été le Japon. Il avait fait plusieurs voyages au Japon, il était allé à plusieurs reprises. Et donc, un poste en interne se libère au Japon. Et donc, il est reçu à l'époque par le DRH et par le directeur de la zone Pacifique. Et il me dit « Est-ce que tu peux me préparer pour cet entretien ?» Donc, nous le préparons ensemble. Et puis, je n'ai pas de nouvelles. Donc, je lui envoie un petit mail pour ne pas lui mettre de pression, quelques jours après, en lui demandant comment ça s'est passé. Et il me raconte. Donc, il est reçu en entretien
Et on lui dit dès le début de l'entretien qu'ils sont 8 en interne à postuler sur ce poste et qu'il y a une cinquantaine de candidatures externes. En lui disant qu'il y a déjà des personnes qui ont l'expérience de la vie au Japon et d'une expérience de travail au Japon. Donc on lui dit dès le début de l'entretien qu'à l'issue de l'entretien, il devra attendre plusieurs semaines avant d'avoir une première réponse. L'entretien dure 1 heure et demie et se passe tellement bien qu'à l'issue de l'entretien, le DRH lui dit « Écoutez, le poste, il est pour vous. » Et à ce moment-là, le DRH lui dit « Quel salaire voulez-vous » Alors, le salaire, il le connaissait, c'est un poste affiché en interne. Il me dit, je ne comprends pas ce qui se passe à ce moment-là, je demande le double du poste. C'est le responsable de la zone Pacifique qui lui dit, mais ça ne va pas être possible, parce que un peu plus que ce qui est offert, oui, mais le double, vous vous doutez bien que ça ne va pas être possible. Et ils lui disent, mais prenez le temps de réfléchir, réfléchissez à tout ce qu'on s'est dit durant cet entretien, prenez le temps de réfléchir et vous revenez vers nous. Et il leur répond, non, non, je ne partirai pas pour ce salaire-là, je pars pour telle somme. Et là, quand il me raconte ça au téléphone, je lui dis, mais Benjamin, qu'est-ce que tu as fait là, à ton avis? Et il me dit, je crois que je me suis auto-sabotée. Et je lui dis, oui, tu t'es auto-sabotée. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, il m'a dit deux choses. La première, il m'a dit, finalement, je m'étais conditionnée en me disant que je n'aurais pas une réponse tout de suite. Puis tout à coup, c'était mon rêve d'enfant qui était là. Je le touchais du doigt. Je ne m'attendais absolument pas à avoir cette réponse immédiate. J'ai pris peur. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, il dit en fait, il avait rencontré 6 mois plus tôt une petite jeune femme. Et il me dit, je réalise maintenant que si j'étais partie à ce moment-là, elle ne me suivait pas. Je n'étais pas prêt à prendre ce risque-là. Et c'est extrêmement intéressant parce que finalement, il avait envie de partir, il avait les moyens de partir, il avait l'envie, on lui donnait les moyens de partir, il avait les capacités pour prendre ce poste. Mais ce n'était pas son intérêt du moment. Et il n'y est pas allé. Il me dit, mais je m'en veux, je suis non, c'était pas le bon moment. Et puis l'avenir nous a donné raison, parce que la jeune femme en question, il l'a épousée 1 an plus tard, et je pense que s'il était parti, il l'aurait peut-être pas épousée, j'en sais rien, mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut tout à fait s'auto-saboter avec quelque chose. Ça peut être la peur d'échouer, ça peut être aussi la peur de réussir. Oui. Et l'estime de soi, c'est tout ça aussi. C'est de dire finalement, quel enjeu pour moi, qu'est-ce qui se passe si je réussis? Qu'est-ce que ça va déconstruire de l'image que j'ai de moi et de cette nouvelle image que je vais devoir assumer? Avoir confiance en soi et accepter les opportunités de la vie comme cette expérience, c'est pas juste une opportunité. C'est en fait une rencontre avec lui-même et de se dire je suis qui, je suis quoi, qu'est-ce que je veux vraiment, et ça rentre profondément dans le fond de ses entrailles. En fait. Oui. Et c'est presque une réponse intuitive, instinctive. Et en fin de compte, on se rend compte que on a la partie plutôt limbique du cerveau qui nous permet de réagir plutôt de manière intuitive et émotionnelle avant que ça arrive jusqu'au cortex où tu vas construire une réponse adaptée. Mais il y a toute cette partie émotionnelle qui intervient avant. Ce que tu vis, ce que tu ressens au début, c'est l'émotion qui réagit avant que ça devienne de la réflexion. Et c'est notre capacité, c'est ce qui nous a sauvés, ce qui nous a permis d'exister pour toute l'histoire de l'humanité. Cette zone réflexe, cette zone aussi émotionnelle qui permet la survie de l'espèce. Et l'émotion se provoque aussi, elle se construit dans le sens où oui. La confiance en soi mène à l'action. Mais j'ai le sentiment aussi que c'est en agissant, même si on a peur, même si on a des freins, c'est en agissant qu'on construit aussi cette confiance en soi. Parce qu'on a la preuve au fur et à mesure, on se met dans une dynamique constructive d'action. Après, on construit l'édifice qui permet de se dire j'ai réussi à faire ça. Et il y a une phrase d'Olivier Roland, aie peur, mais fais-le quand même. On a le droit d'avoir peur. C'est un sentiment qui est complètement autorisé. On cherche des situations où on n'a plus peur. On ne veut plus avoir peur. On ne veut plus avoir peur. Et ce qu'on a envie de faire, ça devient juste un rêve. Et on finit parfois même par se complaire dans la notion de rêve. On échafaude des freins psychologiques, matériels, concrets, d'organisation, etc. On veut tout faire pour que surtout ça ne se passe pas. Parce qu'on sera confronté à des situations où on pourrait éventuellement avoir peur ou quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a des rêves qui sont fous et on n'a pas réellement envie que ça se passe. C'est ce que tu dis. Il y a des choses dont on a juste envie de rêver. Le tout étant quand même d'être assez au clair avec soi-même pour ne pas avoir le sentiment d'insatisfaction. Avoir vraiment un rêve et ne pas se donner les moyens de l'atteindre, il ne faut surtout pas à un moment donné que ça devienne culpabilisant et surtout pas auto-culpabilisant parce que
Ça aussi, ça nous empêche d'avancer, la culpabilité. L'objectif, c'est d'avancer vers quelque chose de plus beau, de plus chouette, que les gens se sentent mieux et plus alignés avec ce qu'ils sont. Et puis, vers ses valeurs à soi. Au début, c'est pas nos valeurs qu'on porte, c'est celles de nos parents, enfin, c'est celles du mode éducatif. Le nombre de fois où j'ai entendu des personnes dire « Ah non, mais dans ma famille, on va jusqu'au bout, hein, même si ça ne nous convient plus. » Et c'est terrible de grandir avec ça. Ça veut dire que même si une situation ne me convient pas, me rend profondément malheureux, je vais maintenir cette situation parce que dans ma famille, on ne renonce pas. Mais qui a dit qu'il ne fallait pas renoncer sur une situation qui devient inconfortable pour nous? Combien d'enfants d'entrepreneurs se sont sentis Obligés obligés ou influencés de reprendre l'affaire parentale Exactement, alors que ce n'était pas leur idéal de vie. Mm. J'ai accompagné un monsieur qui était contrôleur de gestion et puis qui est devenu directeur financier, dont le rêve était de devenir charcutier. C'était très compliqué parce qu'il a fallu dire à une famille brillante, avec un frère médecin, l'autre frère avocat, et puis l'image du père qui était très forte, et le troisième qui dit à 32 ans, non, le directeur financier, il avait fait des grandes études, il était brillant, mais c'était pas ce qu'il avait envie de faire. Il a fallu se confronter au regard, oui. Au discours, au filtre. Et puis à la pression familiale, enfin. La notion de responsabilité. Oui. Ils ont donné leur vie pour ça. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je m'autorise à faire quelque chose de différent? C'est ça. Et de l'image que mes parents ont de moi et de ce qu'ils veulent pour moi. Ce sont des schémas et des situations qui sont très complexes. Et les personnes qui parviennent à faire ce revirement et ces changements de vie et d'affronter l'entourage ou l'employeur ou la famille pour réaliser quelque chose qui leur tient à cœur, ça nécessite de sacrées ressources personnelles. De la confiance en soi. Oui. Et de savoir que ce qu'on fait est juste et bon pour nous, et que si ça l'est pour nous, forcément ça le sera pour notre entourage. Parce que quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Et de se détacher de la notion de résultat. Et de se détacher de la notion de résultat. Parce que c'est là que l'entourage attend aussi. C'est de se dire, t'as voulu tenter ça, donc il y a intérêt à ce que ça marche. C'est vrai. Alors que l'idée d'entreprendre sa vie, c'est avant tout de vivre l'expérience et se retrouver soi. Et finalement, évidemment, tout le monde souhaite réussir et que le résultat soit au rendez-vous. Mais le réel défi, c'est pas le résultat. C'est le chemin, en fait, que ça suppose derrière. Et puis, la notion de réussite, elle est extrêmement personnelle. Nous serions dit dans cette salle, on demandera à chacun d'entre nous quelle est la plus belle réussite, on aurait tous des réponses différentes. Moi, j'ai une anecdote comme ça en CM1 où notre fils Grégoire avait passé une année avec une AVS. C'était un petit peu compliqué pour lui. Et puis, il avait réussi à mettre des choses en place à l'école. Et la psychologue scolaire lui demande à la fin de l'année quelle est ta plus belle réussite. Et donc, on ne voulait surtout pas répondre à sa place, mais on se disait, cette année, il a compris telle chose, il sait bien écrire, etc. Et là, il lui dit, je sais faire mes lacets tout seul. Et c'était extraordinaire parce que pour ce petit bonhomme qui, certes, toute l'année avait été à l'école, mais qui jouait, qui faisait du foot en club, se dire que maintenant, il allait pouvoir faire ses lacets tout seul, c'était sa plus belle réussite de l'année. Et c'est fabuleux. Et la réussite, c'est ça. Personne ne peut la dicter à sa place. Personne ne peut la dicter à notre place. Chacun sait la notion de réussite. Alors, elle est aussi liée à l'éducation, mais elle est liée aussi à nos ressentis propres, à ce qui est important pour nous, ce qui est réellement important pour soi. Ouais. C'est notre propre échelle des valeurs. Oui. On la construit nous-mêmes, en fait. Oui. Voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes par rapport à ça. On la construit soi, mais le regard des autres impacte. C'est la fin de cette 4e partie, alors reste avec nous pour le 5e et dernier épisode de cette série, où nous évoquerons les dernières clés pour développer la confiance en soi. Alors merci pour ton écoute et je te dis à bientôt sur Oser réussir. Bye bye.